pour essayer de planter un peu le décor, dans quel contexte finalement cette vague d'intelligence artificielle s'inscrit? Depuis 3 ans, quand on sonde tous les dirigeants d'entreprises dans le monde, quel que soit leur secteur d'activité, la géographie dans laquelle ils se situent, quand on leur pose la question de quelle est votre priorité d'investissement, à hauteur de 82%, ils répondent tous que leur priorité d'investissement, c'est d'investir dans la technologie. Alors pourquoi? Parce que dans tous les secteurs d'activité, il y a des nouveaux entrants, des entreprises, j'allais dire récentes, qui ont un usage efficient de la technologie et qui finalement proposent à peu près les mêmes services ou viennent créer des ruptures dans les services à moindre coût. Et ce sentiment ou ce besoin d'investissement dans la technologie des dirigeants, il est extrêmement urgent. Les mêmes, quand on leur dit, mais alors finalement, si vous ne faites pas bien ces investissements dans la technologie, qu'est-ce qui va se passer pour votre entreprise? Ils considèrent qu'à moins de 10 ans, leur entreprise est condamnée à disparaître si elle ne fait pas ses investissements dans la technologie. Donc voilà, ça plante un peu le décor. Je pense que c'est important de l'avoir en tête parce qu'effectivement, on a une appétence qui ne se dément pas pour la technologie. Alors il y a des modes médiatiques, il y a 1 an c'était le métaverse, maintenant c'est l'IA. Je pense que l'IA est une rupture beaucoup plus fondamentale. Comme on m'a demandé de planter un peu le décor, les concepts de la technologie, l'algorithmique qu'on utilise dans ChatGPT, pour ne pas le citer, en fait, c'est quand même assez vieux. Les principes algorithmiques liés au réseau de neurones, ils existent depuis à peu près 50 ans. Et quand j'étais élève et ingénieur il y a précisément 33 ans, je commençais à en progresser. Donc, la grande rupture à laquelle on assiste, c'est que, maintenant, on a à peu près la capacité de calcul pour supporter ces intelligences artificielles. ChatGPT, c'est des milliards d'occurrences qui ont appris. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis surtout, je pense que leur grande force, c'est d'avoir rendu ça accessible au grand public. Vous avez probablement tous testé ChatGPT. L'ergonomie est encore un peu contestable. On est obligé de faire des copier-coller. C'est accessible largement au plus grand monde et c'est ce que démontre finalement leur taux d'adoption. Ils ont mis à peine pour avoir plus de 100 millions d'utilisateurs. Donc ça, pour moi, c'est la vraie rupture. On y reviendra, j'imagine, sur les cas d'usage. Mais l'intelligence artificielle, la réalité, c'est que c'est déjà présent dans beaucoup de secteurs d'activité. C'est pas des chat GPT, mais bon, je me suis noté un exemple comme ça parce que je le trouve assez symbolique et illustratif. Si vous avez peut-être vu dans l'actualité, au printemps, Airbus a fait voler un avion de manière totalement autonome grâce à de l'intelligence artificielle. Alors je vous rassure, c'est pas ChatGPT qui fait ça, mais voilà, dans beaucoup de secteurs, je pourrais parler du secteur de la santé, il y a déjà beaucoup d'intelligence artificielle, mais là on passe à une échelle qui est très grand public et avec une capacité finalement de traitement qui est beaucoup plus facile que ce qu'on faisait avant. Ça n'est pas qu'une affaire de spécialistes. Pour poser le décor finalement aussi des angoisses ou des débats de société que ça peut amener, 2 petites remarques. L'exposition, on va dire, médiatique et finalement ce qu'on a tous à peu près inconsciemment en tête sur l'intelligence artificielle, c'est plutôt négatif en fait. Donc ça commence pour ma génération, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est une méchante intelligence artificielle qui prend le contrôle d'un vaisseau spatial. Pour les plus jeunes, c'est Robocop, mais c'est un peu le même principe, c'est une intelligence artificielle qui déraille. Donc il y a inconsciemment et médiatiquement une exposition d'abord plus largement de la technologie qui est souvent assez négative dans les grands médias publics, et c'est très vrai pour l'intelligence artificielle. Donc quand on sonde les salariés, et je ne dis pas que c'est lié uniquement à l'exposition médiatique, 42% des salariés, alors là c'est pareil, c'est très uniformément réparti partout dans le monde, quel que soit le secteur d'activité, ils considèrent qu'à 5 ans, leur emploi est condamné du fait de l'introduction de technologies de type intelligence artificielle. Alors je vous rassure, on va aller plus loin. Moi je pense que ce n'est pas vrai en réalité, mais il y a une vraie angoisse des collaborateurs des entreprises face à ce déferlement de technologies. Ce que j'aurais dû dire quand j'ai parlé de l'appétence à la technologie, c'est qu'entre maintenant et 4 ans, on va encore doubler les investissements en plan mondial dans la technologie. Donc quand on dit que nos sociétés sont déjà très digitalisées, la réalité c'est qu'on n'a encore rien vu, c'est encore une adoption exponentielle. Euh, Encore une fois, on a prévu de rentrer dans le détail, mais je plante juste le décor. L'OCDE, qui est un organisme qu'on pourrait qualifier plutôt de sérieux dans ses rapports de recherche, a une vision qui, à mon avis, est beaucoup trop noire, mais l'OCDE a publié un rapport qui dit en substance que 82% des emplois vont être
soit complètement reconsidérées, soit disparaître d'ici 5 ans du fait des technologies et en particulier de l'intelligence artificielle. On en débattra, hein, là je ne fais que poser le décor. Moi je pense que c'est totalement faux en réalité, mais qu'il y aura quand même... Voilà, bah, ça tombe bien. Et là on ne s'était pas concerté. Donc voilà, pour planter un peu le décor, l'IA c'est pas nouveau, mais il y a une exceptionnelle appétence là-dessus. Là maintenant on a des capacités de calcul qui sont encore loin d'être parfaites, mais on peut l'exposer au grand public. C'est un raz-de-marée parce que c'est facile à utiliser. Et il y a évidemment plein de startups qui vont vous éviter de taper des prompts un peu indigestes dans ChatGPT, qui vous donneront des interfaces beaucoup plus faciles. Et ça aura quand même des conséquences dans les entreprises, mais dont la perception, et je m'en arrête là, sera plutôt positive en fait. Voilà, merci Philippe. Étienne, est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur la nouveauté supposée ou pas de l'IA générative en particulier? Alors, d'abord, je vais compléter mon profil et je vais dire pourquoi je suis très content d'être là ce soir. Donc, je suis effectivement, à titre bénévole, président de cette association Espérance et Algorithme dont on va reparler, qui est une aventure chrétienne et juive, et c'est très enrichissant, qui cherche à mettre l'intelligence artificielle au service de la personne humaine sans la servir. Donc, voilà, c'est une aventure où on croise des évêques, des rabbins, des entrepreneurs, des investisseurs en capital, des scientifiques. Mais ce n'est pas mon métier. Mon métier principal, moi, je suis entrepreneur et moi, je développe des entreprises en conseillant les entrepreneurs, des entreprises algorithmiques. Et mon pari, c'est que les meilleures entreprises sont celles qui auront du sens. Voilà. Alors, je vais quand même dire pourquoi je suis très content d'être ici. Parce que dans une vie antérieure, j'ai été vice-doyen de la recherche de l'École centrale. J'ai travaillé il y a 15 ans sur les plans du plateau de Saclay. Et à l'époque, c'était des champs encore agricoles. Et me savoir ici avec ces choses qui ont poussé partout. Mais plus important, me savoir dans un lieu spirituel, me savoir dans la maison du Seigneur, ça me rend extrêmement heureux. Extrêmement heureux. Donc je remercie le Seigneur et je remercie ceux qui m'ont invité ici. Je suis très heureux d'être là. Alors, je vais maintenant répondre sur l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous répondre en parlant de Pascal, parce que le nom de mon entreprise, ça s'appelle Blaise Pascal Advisors. Vous allez comprendre, ce n'est pas du tout un hasard. Je pense que tout ça, c'est la faute à Pascal et pas à Voltaire. D'abord parce que Pascal a inventé la décision probabiliste et aussi le raisonnement par récurrence, qui sont en gros, GPT, c'est une immense machine probabiliste récurrente, très bête, sauf qu'elle est très grande et elle est très récurrente. Et en fait, ça marche. Donc c'est la faute de Pascal. Pascal a aussi créé le premier ordinateur mécanique, la Pascaline, et il disait à l'époque, il a très bien compris Pascal, que le plus important quand vous êtes entrepreneur, c'est le pitch, c'est la rhétorique, car le combat est rhétorique. Et donc à côté de la Pascaline, il a fait un document dans lequel il a dit, même les sots seront calculés. C'est ce que nous avons avec ChatGPT. Nous avons tous des pouvoirs incroyables. Voilà. Et donc, c'est encore la faute de Pascal. Et enfin, Pascal, peu de gens savent que ça a été un incroyable entrepreneur. Et la révolution de l'IA est une révolution entrepreneuriale. Et donc, est-ce qu'elle est vraiment nouvelle? Beaucoup moins qu'en dit la rhétorique, puisque je renouvelle le fait que l'intelligence artificielle est une aventure rhétorique. D'abord, ça commence par un oxymore génial qui a été inventé dans les années 50. Génial, merveille de rhétorique, l'intelligence artificielle. Ce n'est pas tout à fait la réalité, ça serait plutôt l'automatisation apprenante. Enfin, on pourrait avoir une définition plus précise, mais l'oxymore est génial. Et on passe notre temps à dire que c'est la révolution, qu'on va aller très très loin, parce que quand vous avez besoin de lever des milliards, il faut promettre la Lune, ou plutôt Mars. D'ailleurs, vous savez qu'il y a un des entrepreneurs de l'IA qui veut vraiment aller sur Mars, il s'appelle Elon Musk. Donc, on va faire des assauts de rhétorique pour dire qu'on a des choses géniales, alors qu'effectivement, elles ne sont pas tout à fait nouvelles. Et alors, il y a un deuxième assaut de rhétorique qui fait vivre les consultants, c'est de dire c'est la mort du travail. Alors, bientôt, 60% des gens n'auront plus de boulot. C'est ce qu'on a dit en 2013 ou 2014, une étude célèbre qui disait à l'époque que 47% des gens allaient repartir dans le boulot dans les 10 années. C'est pas vrai. En fait, il y a des menaces, il y a des tensions sur le marché de l'emploi. On n'arrive pas à trouver des travailleurs. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ça n'a pas du tout détruit l'emploi, mais ça fait vivre les consultants et d'autres personnes que de dire que l'emploi va mourir. Ça permet aussi d'écrire des bouquins. Pourquoi est-ce que ça ne détruit pas le travail? Parce qu'en réalité, c'est très lent de changer le travail. Tous les gens qui ont essayé de changer une entreprise
savent qu'on se prend les pieds dans le tapis. C'est très très difficile parce que le travail, c'est pas que l'efficacité, c'est beaucoup de choses qui se passent au travail et ça ne change pas immédiatement. Ça prend beaucoup de temps et donc la révolution informatique qui dans les années 80 était censée mettre tout le monde au chômage avec MS-DOS, il a fallu 40 ans pour que certains secteurs finalement commencent à s'automatiser. Donc je ne crois pas effectivement que le travail va disparaître. Je ne crois pas que cette IA soit nouvelle. Néanmoins, effectivement, pour moi, il y a quand même une chose qui est très nouvelle et qui est un risque, et je dirais même un risque spirituel, c'est que ChatGPT est une rupture épistémologique. Jusqu'à présent, quand vous alliez sur Internet, vous aviez accès aux sources. Alors parfois, les sources étaient un peu fausses. Bon, parfois l'information n'était pas très bonne, mais enfin, vous étiez encore dans une recherche bibliothécaire. Et là, vous avez un outil qui est tellement génial, grâce à Pascal, que vous n'avez plus besoin de réfléchir. Vous avez quelque chose qui est tout cuit. Et en fait, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous n'avez plus accès aux sources. Et donc, ça veut dire que j'avale quelque chose dans lequel je ne fais plus l'effort de comprendre. Et ça, pour moi, c'est extrêmement dangereux. Ça ouvre d'ailleurs la porte à un totalitarisme, parce que qui va décider de ce qui est légitime de mettre dans ChatGPT? Qui va décider de choisir les documents sur lesquels on va apprendre? Qui va choisir d'ailleurs dans la fonction coût qui entraîne les réseaux de neurones quels sont là où il faut mettre des points importants? Donc, qui va choisir à votre place ce qui est vrai, ce qui est faux? Pour moi, c'est terrifiant. C'est même quasiment, en termes spirituels, un risque pour peut-être même l'annonce de l'évangile, si je pousse les choses très très loin, s'il y a, s'il y a un contrôle de la vérité, 1984, George Orwell, et donc ça pour moi, ça c'est nouveau, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas cette emprise technologique telle sur l'accès à la connaissance. Voilà, merci Étienne. Il me semble aussi, du côté de la nouveauté, il y a le côté imitation très très forte des discours humains et donc de savoir quand on lit un texte, est-ce que c'est un texte qui a été composé par un être humain qui a quand même réfléchi ou au contraire, en fait, c'est simplement composé par un réseau de neurones qui a en fait utilisé des probabilités, qui n'a pas du tout accès au sens, qui ne comprend rien, mais qui fournit quand même un produit qui a l'apparence de la réflexion humaine. Donc c'est vrai que c'est un enjeu et un certain nombre justement insiste sur le fait de peut-être mettre, comme on met la Made in China ou Made in France, de faire Made by Human, ou, en fait, de mettre des filigrammes pour savoir si la réflexion est le produit en fait d'une machine et ou le produit quand même d'une part au moins de réflexion humaine. Voilà, donc on va passer maintenant donc à une deuxième étape dans cette soirée pour entrer plus à fond dans le sujet, autour des modifications des métiers et des processus dans le travail. Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait de l'IA? Alors, je vais répondre vaguement parce qu'on pourrait y passer des heures. Mais, alors, premier constat pour chacun d'entre nous, dans notre quotidien, les intelligences de type ChatGPT, ça va quand même être des bons assistants personnels. Hein, c'est-à-dire, si vous avez besoin de faire la synthèse d'un texte, si, je ne sais pas, vous rentrez de vacances, que vous avez à éplucher 600 mails ou plus, il va vous permettre de savoir quelles... Je prends des petites anecdotes comme ça, mais donc, à titre individuel, c'est quand même un gage d'efficacité, et notamment ceux qu'on appelle les cols blancs, là, sont assez convaincus dans tous les sondages qui ont été faits que, donc je ne parle justement pas des process d'entreprise, mais pour leur usage personnel, c'est un gage d'efficacité. Est-ce qu'il y aura d'autres types d'apports? Oui, il y a toutes les professions où le savoir est très important. Hein. Je vais prendre un exemple finalement très connu. Dans le secteur de la santé, on sait déjà que des intelligences artificielles permettent, par exemple dans la radiologie, de faire des diagnostics souvent à la fois plus précis et beaucoup plus en avant que ce qu'on peut faire traditionnellement. Il y a des IA maintenant, grâce à on sait prédétecter des cancers en analysant vos yeux, par exemple. Bon. Donc ça,
pense que c'est plutôt un usage assez positif de l'IA. Ça ne veut pas dire que ça fait plaisir aux professions de santé, mais il y a, encore une fois, dans beaucoup de professions où il y a beaucoup de savoir, hein, puisqu'on a parlé des consultants, je pense que les juristes, ils vont voir leur métier un peu perturbé, par exemple, parce que l'analyse de contrats, la formulation de contrats, oui, ça va être en partie automatisé. Si vous interrogez les jeunes juristes, alors ça les tracasse pas trop, hein, parce que rédiger des très longs contrats à longueur de semaine, si on en automatise une partie, ça ne va pas les perturber beaucoup. Et puis il y aura aussi, il y a déjà des entreprises en France qui utilisent de l'intelligence artificielle. Vous savez tous qu'il y a une explosion des livraisons. Certains grands acteurs utilisent de l'intelligence artificielle. C'est le fameux problème du voyageur de commerce pour optimiser les livraisons. Donc c'est pas plus mal pour la planète. Voilà. Donc c'est un peu gentillet ce que je vous dis. Je vais rentrer dans les impacts un peu plus durs. Quand on parle d'automatisation, là aussi, il y a plein d'études très savantes, mais qui convergent à peu près toutes vers le même chiffre. 40% des emplois à faible valeur ajoutée sur des process qui, d'ailleurs, c'est ce qui a été dit, auraient déjà pu être automatisés. D'ici 2030, ils vont vraisemblablement, alors pas forcément disparaître parce qu'on les substitue, mais oui, on va avoir plus d'automatisation dans tous ces... encore une fois, ces métiers de savoir, ou surtout ceux qui manipulent beaucoup de documentation, parce que l'intelligence artificielle le fera plus rapidement. Je sais qu'on parlera après des biais et des risques, et ça a déjà été un peu évoqué, mais il faudra toujours de la supervision humaine. Alors par rapport à ça, comment raisonnent les entreprises? Et là, c'est plus optimiste. Quand on demande aux chefs d'entreprise ce qu'ils vont faire de l'IA, leur première priorité, c'est d'être plus efficaces. Donc, ils n'ont pas en tête de réduire les coûts et ce genre de choses. Ça, c'est très important parce on en a déjà parlé d'ailleurs dans ce sens. Il y a un défi climatique donc rien que dans les aspects de logistique, j'ai un peu parlé des tournées, mais c'est anecdotique. Et ils ont cette appétence à être plus performants, plus efficaces, mais pour maximiser leurs process, les optimiser. Ils ne sont qu'un petit tiers à se dire oui, je vais réduire des coûts et donc le nombre d'emplois en fait. Donc finalement. Étienne fera ses commentaires, mais spontanément, un chef d'entreprise, il pense plus à son expansion, à optimiser un certain nombre de choses, qu'à réduire les emplois grâce à l'intelligence artificielle. Je ne veux pas raconter des belles histoires, ça arrivera. Et il ne faut pas penser que ça va se transformer dans des emplois liés à la technologie. On raconte à longueur de temps dans les médias que la technologie crée plein d'emplois. Statistiquement, c'est faux. Si vous prenez les États-Unis, qui est quand même le pays qui abrite le plus d'entreprises de technologie, on a une statistique assez précise, parce que la première, je crois, remonte à 62. L'emploi aux États-Unis dans la technologie, ça oscille entre 4,5 et 5,5% des emplois. Donc il n'y aura pas de pic ou d'explosion du nombre d'emplois dans la technologie. Ensuite, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les vraies ruptures dans un secteur d'activité ne viennent jamais que d'une technologie. Et ça vient toujours de la combinaison de 3 technologies. Donc, je vais vous prendre un exemple. Je pense que ça peut faire partie des emplois qui sont assez lourdement menacés par la technologie. Les hôtes de caisse que vous avez dans tous les secteurs de la grande distribution, l'IA ne va pas les remplacer, mais par contre, si vous prenez ou vous croisez l'IA, la reconnaissance d'image et ce qu'on appelle les NFT qui permettent de reconnaître des objets, enfin je ne rentre pas dans le détail, et il y a déjà des magasins qui expérimentent ça, on peut supprimer ce qu'on appelle les hôtes de caisse. Et ces hôtes de caisse, quand vous regardez sociologiquement quel type de profil c'est plutôt des gens pas très bien formés, qui sont dans des emplois à temps partiel subis. Ce n'est pas eux qui sont volontaires pour ne travailler que 25 heures par jour. Oui, par jour, j'ai dit par jour. Ouais, c'est la fatigue, là. Merci. Et évidemment, ils sont, je vous apprends rien, plutôt dans une très grande précarité. Et donc ceux-là, on sait déjà, on saurait potentiellement les remplacer. Il y a des magasins, je ne vais pas vous citer la marque, mais qui le testent à La Défense, par exemple. Je suis allé le voir par curiosité. Et là, évidemment, si on était amené à grande échelle à supprimer toutes ces professions, je pense que c'est l'histoire d'un drame social, d'une catastrophe sociale annoncée. Et donc je pense, je ne vais pas développer, mais que finalement l'introduction de ces technologies, ça pose, alors il se trouve que c'est un débat à la mode, des questions sur le partage de la valeur ou comment on soutient ces classes moyennes inférieures qui ont déjà, j'allais dire, bien trinqué depuis 2008. Donc, dans des pays comme la France, ça a pu donner des débats qui sont apparus dans le monde politique à partir de la campagne de 2012 sur, par exemple, un revenu universel. C'était à l'époque quand même ce qui était sous-tendu
Alors, en l'occurrence, je vais le citer, mais c'est Benoît Hamon qui avait déjà commencé à réfléchir à ça en disant les robots. Alors, il n'avait pas forcément, je ne vais pas vous donner mon opinion, mais il avait commencé à dire il faudra taxer les robots et l'automatisation, et puis il faudra un revenu universel. Et aux États-Unis, qui sont par essence un pays quand même très libéral, il y a des chercheurs, il y a des chefs d'entreprise qui ont à peu près le même propos. Ils estiment que l'impact sur le PIB des États-Unis, de l'IA, ça sera à peu près plus 3500 milliards de dollars. Et ils expliquent que si les États-Unis veulent éviter un choc social majeur, il faut redistribuer au moins un tiers de cette valeur. Bon, et après, ils peuvent avoir des débats sur comment on redistribue. Mais voilà, j'essaye là aussi de poser un peu le décor des débats ou des questionnements que ça peut avoir. Et donc, je pense que ça ramène aussi à des principes de solidarité, de partage, que je ne vais surtout pas me risquer à engager là-dedans. Voilà. Voilà, merci. Donc, Étienne. Alors moi, je vais parler au plan de la petite entreprise microéconomique. D'abord, je connais mal la macroéconomie et puis je suis quand même un adepte de ce que dit Mère Teresa. Si tu veux changer le monde, il faut commencer que toi et moi on change. Alors moi, je parle de là où je suis dans les petites entreprises. Et je pense que comme toujours, comme depuis toute éternité face à la technologie, nous avons à faire des choix. Et ces choix ne sont pas neutres. Et évidemment, il faut faire des choix qui servent et qui élèvent la personne humaine. Et je pense, je le vois, je vais vous donner des exemples, qu'il y a une véritable marge de manœuvre pour changer progressivement le travail avec ces technologies et qu'il y a tout à fait la possibilité, si on le veut, si on lui donne du sens, à ce que l'utilisation de ces technologies élève le travail humain. Je vais vous donner quelques exemples. Je travaille depuis quelques années avec une entreprise qui, depuis 50 ans, quand vous devez construire un bâtiment comme ici, ou le viaduc de Millau, vous allez chercher à savoir comment il faut le fonder. Hein, et donc vous allez faire une étude dans le sol pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme type de sol, est-ce qu'il faut faire des fondations semi-profondes, profondes, etc. Donc le métier traditionnel de cette entreprise, c'est d'arriver avec des grosses machines, assez polluantes et bruyantes, de faire des trous, de regarder la texture, la résistance mécanique des sols et d'envoyer un rapport au client. Regardez ce qu'il y a comme sol, il faut faire des pubs. Bon. Eh bien, cette entreprise a accumulé un nombre de données absolument incroyable. On a fait des calculs. Quand il y a un nouveau bâtiment en France, il y a pratiquement une chance sur deux que ça soit à côté de forages qu'elle a déjà fait. Alors, il y a quelque chose d'extraordinaire. Si je me servais, au lieu de refaire bêtement des trous à chaque fois, si je me servais des données, je commençais à faire des modèles, je commençais à modéliser. Alors c'est un peu compliqué parce que le sol, c'est un champ 3D stochastique, c'est un peu compliqué. Donc il faut faire des modèles un peu fins. Mais voilà, en faisant des mathématiques, on peut prédire, a priori, sans refaire de forage, qu'est-ce qu'on peut trouver dans le sol. Alors ça veut dire que je peux commencer à me dire, mon métier n'est plus de faire des trous. Mon métier, c'est discuter avec mon client en lui disant, écoute, voilà ce qu'on a vu, voilà le niveau de risque. Si tu veux aller plus loin, on va pouvoir t'aider et pour ça, éventuellement, on va faire un trou. Si je fais ça, j'ai des bénéfices qui sont très intéressants du point de vue du bien commun. D'abord, je fais moins de trous, donc c'est quand même intéressant pour la planète. Deuxième chose, plutôt que de faire un métier répétitif dans lequel je fais des trous et dans lequel, d'une certaine manière, je n'ai plus la finalité, alors si je commence à regarder ce qu'il y a autour, je m'intéresse au sol, je m'intéresse, et je fais peut-être dans le sens de Teilhard, je deviens naturaliste. Mon métier devient l'interprétation de cartes du sol. Et mon métier devient finalement en quoi est-ce qu'il est juste de rajouter un nouveau sondage. Alors c'est un métier qui est beaucoup plus valorisant a priori. Et en plus, si je fais ça, j'ai plus de temps pour discuter avec mon client. Parce qu'avant, j'étais pris dans les embouteillages, j'arrivais avec ma machine, et j'avais pas le temps de parler à mon client, il recevait un rapport, il appelait, il n'y avait personne qui répondait. Donc il y a la réelle possibilité, avec cette évolution-là, de changer le modèle économique de l'entreprise. Accessoirement, si je fais moins de forage, ben, ça me coûte moins cher, donc je peux vivre un peu mieux dans un métier avec des marges qui s'effondrent et qui sont extrêmement tendues, surtout si le prix des hydrocarbures augmente. L'entreprise va mieux, le travail est plus intéressant et va dans le sens de la connaissance de la Terre, et il y a moins de carbone, et enfin, last but not least, j'ai plus de temps pour parler avec mon client. Et donc voilà une utilisation de l'intelligence artificielle qui va réouvrir une relation humaine avec le client, et voilà, qui a tous ces bénéfices. Donc ça, c'est possible. Je vous donne un exemple, je pourrais vous en donner 10.
Ça, c'est possible, mais ça suppose évidemment que je cherche, comme entrepreneur et puis comme dirigeant et avec tout le monde, à effectivement donner du sens dans cette évolution technologique et servir une certaine anthropologie du travail qui commence par la connaissance des finalités. Et pour moi, c'est à la fois un risque et une opportunité. Le grand risque, hein, c'est le procès Eichmann, mais vous savez, moi, mon boulot, c'était de régler l'incinérateur. D'ailleurs, j'étais très bon, j'avais un très bon rendement thermique. Bon, on arrive dans une folie totalitaire si des gens n'ont plus conscience de la finalité du travail. Et donc, pour moi, le risque, si je prends mal l'intelligence artificielle dans le travail, c'est que les gens deviennent totalement asservis à une machine dont ils ne comprennent plus rien et ne voient plus les finalités. L'opportunité, c'est de se servir de l'IA, notamment la visualisation de données, la modélisation intelligente, pour reprendre une meilleure conscience des finalités et à ce moment-là, eh bien, effectivement, mieux servir le bien commun. Donc moi, je pense que c'est possible. Simplement, il faut s'y mettre. Et il faut s'y mettre, il faut travailler. Il faut travailler au niveau des métiers. C'est possible, mais voilà, il faut s'y mettre. Dans l'évolution des algorithmes, on a parlé en fait de l'évolution, enfin, des métiers des cols bleus avec effectivement la question de la robotique. Et aujourd'hui, en fait, de plus en plus se pose la question en fait de l'évolution même des métiers des cols blancs, des informaticiens eux-mêmes. Est-ce que en fait ces IA génératives, en fait, est-ce que ça va pas être un risque en fait même pour des métiers qui semblaient, comme data scientist, est-ce qu'on aura besoin encore d'eux? Enfin, est-ce qu'on ne peut pas les remplacer en partie? Et puis se pose effectivement, on l'a abordé aussi un petit peu, vraiment les conséquences sociétales, parce que je pense qu'il faudra y revenir, par rapport aussi aux personnes, on parlait des hôtes, de ceux qui travaillent au niveau des caisses des supermarchés ou des magasins. Parce qu'en fait, il y a le côté en fait, paiement, mais il y a aussi tout le côté relationnel, en fait. La relation au client. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de mal comprendre vraiment quel est le travail de toutes ces personnes? Vaste question. Alors je vais commencer, parce que je les adore. Les data scientists, c'est quand même des profils un peu pénibles dans l'entreprise, hein. Donc il y en aurait un peu moins. Je pense que ça contrariera personne. Non, ils ont tendance à se considérer un peu comme des stars. Personne ne comprend ce qu'ils font. Donc oui, ceux-là, quelque part, ils vont peut-être être un peu menacés parce que Étienne l'a dit, les intelligences artificielles font de très belles analyses de données et permettent une visualisation beaucoup plus spontanée de la donnée. Donc, je ne vais pas reprendre les propos d'Étienne, je ne me le permettrai pas. Alors, je suis consultant, donc j'aime bien les chiffres. Si on arrive à automatiser la production d'une partie des développements, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que 2026, en France, là aussi, toutes les études convergent. Au vu de notre appétence à la technologie et tout ce qu'on a à faire pour la décarbonisation, il manquera à peu près 200 000 ingénieurs. Hein. Donc, si on a besoin, si on réussit à un peu automatiser, c'est pas plus mal. Sur le logiciel, je suis convaincu que ça a un apport qui sera exceptionnel. Vous savez, c'est la fameuse blague de quelqu'un qui disait heureusement qu'on ne construit pas nos avions comme vous concevez vos logiciels, il y aurait beaucoup de morts tous les jours en fait. Hein. Donc on a, aussi paradoxal que ça puisse paraître, encore et toujours d'énormes problèmes de qualité logicielle. Et donc avoir des intelligences artificielles, je ne vais pas rentrer dans le détail de la théorie, mais les langages informatiques sont des grammaires non finies. Donc on fait des fautes d'orthographe tous les jours, et tous les jours, il y a des trucs à corriger. Les informaticiens n'aiment pas écrire, ils ne documentent pas, donc on fait beaucoup de réingénierie. Quand on récupère un vieux programme, faut faire de l'archéologie. En fait, on ne fait pas des trous, mais c'est des... Bon, donc vu le déficit, et d'ailleurs le déficit d'ingénieurs en France, il se retrouve là aussi partout dans le monde, y compris dans les... Mais je vais vous donner un chiffre qui m'a... Le Vietnam, par exemple, se développe beaucoup dans l'industrie du logiciel. Le salaire médian d'un ingénieur en software au Vietnam, c'est arrivé à 200 000 $. Donc ils ne sont pas encore au niveau de la côte ouest des États-Unis. Mais ça illustre juste la rareté de ces compétences. Donc
les automatiser en partie et les rendre beaucoup plus fiables, beaucoup plus réutilisables, je pense que c'est sincèrement une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et il y a beaucoup de métiers, dont l'informatique, mais on pourrait parler du nucléaire, où en fait on a carrément parfois perdu les savoir-faire. Si je vous prends un logiciel qui est fameux sur le marché, SAP, tout le monde, voilà, c'est la grande vague des SAP au milieu des années 90. Là, il y a une nouvelle grande vague des SAP. Le problème, c'est qu'on n'a plus les savoir-faire. Donc, automatiser une partie de ces travaux, y compris dans la recherche et développement, c'est un accélérateur, et en termes de qualité et finalement, au vu du déficit de compétences qu'on a de manière générale sur le marché, c'est une bonne nouvelle. J'ajoute juste, je vais faire très court, Eric, parce que je t'ai vu prendre le micro. Vous connaissez tous le phénomène de la cybersécurité. La cybersécurité, ça coûte à peu près 900 milliards de dollars à l'économie mondiale. Donc si vous ramenez ça, ça veut dire que la cybersécurité, c'est à peu près une crise des subprimes ou l'équivalent d'une crise des subprimes tous les 2-3 ans. Si grâce à l'intelligence artificielle, on arrive mieux à défendre nos sociétés et nos entreprises, ce qui sera le cas, je ne pense pas que ce soit une mauvaise nouvelle en fait. Voilà, disons que on peut se dire qu'il y a aussi, peut-être ça va être utile pour les hackers aussi pour avancer dans ce domaine. Voilà, donc on va peut-être avancer. Effectivement, on avait eu l'occasion de discuter aussi sur le côté aussi peut-être social en fait de l'IA. En fait, l'IA qui permettrait de donner du travail à des personnes en précarité. Donc Étienne, si tu veux. Alors, je vais répondre ça, mais je vais quand même faire un petit commentaire sur ce qu'on a dit juste avant, qui est encore une fois un risque et une opportunité. On a trop souvent, quand on fait une lecture rapide, on dit, bon, alors le problème avec l'évolution des technologies, ce sont les bas salaires, les travaux à faible valeur ajoutée. Bon, c'est allé un peu vite en besogne cette fois-ci. D'ailleurs, si vous lisez le rapport de McKinsey, vous voyez que lui, il n'a pas le droit, moi je le fais. Alors, McKinsey est dans la rhétorique, mais quand même, derrière la rhétorique, il y a peut-être certaines intuitions. Ils disent que ceux qui ont quand même des questions à se poser, c'est plutôt les travaux intellectuels de haut niveau. Et alors moi, je vais vous dire deux choses là-dessus. Je vais d'abord vous parler d'une expérience personnelle. Quand j'avais 47 ans, on m'a fait une prothèse, qui est assez rare. Normalement, on est un peu jeune pour avoir une prothèse. Bon, et donc j'ai eu toute une expérience de passion avec la prothèse. Et donc, on m'a envoyé vers un très grand spécialiste des prothèses pour les jeunes, bardé de diplômes, bardé d'ordinateurs, qui ne m'a pas regardé une fois. Je pense que j'ai dû le voir 3 fois. Il ne m'a jamais regardé dans les yeux. Il m'a tenu un discours de type Dassault Systèmes en me montrant qu'il avait un truc en 3D absolument génial, qui était au millimètre, qui allait aller dans ma prothèse. Il ne m'a même pas parlé. Et donc j'ai eu mon opération. J'étais en pleine nuit, j'avais mal, etc. Évidemment, le chirurgien n'est pas là. J'avais une aide-soignante qui était absolument extraordinaire, qui est venue me voir en pleine nuit. Et ensuite, après l'opération, il ne m'avait pas dit, mais j'ai eu très mal au bout de 4 semaines. Parce qu'au bout de 4 semaines, les muscles se sont dégonflés et vous êtes obligé de vous réentraîner. Et là, c'est là que vous avez le plus mal. C'est que les muscles doivent repousser. Bon, j'ai appelé le chirurgien. Il m'a dit, mais il n'y a pas de problème, monsieur. La vis est enfoncée. Il n'y a pas de problème. Je dis, mais je ne dors pas la nuit, là, depuis 3 jours, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai dû aller voir un kiné absolument génial. Et j'ai revu l'aide-soignante. Et quand je suis allé voir 3 mois plus tard le chirurgien, je lui ai dit, monsieur, vous savez, avec l'intelligence artificielle, vous, votre métier, il va disparaître, alors que l'aide-soignante, le kiné, ils ne vont pas disparaître. Et d'ailleurs, c'est très bien, parce que moi, comme client, qui sont ceux dont j'ai apprécié le travail? C'est l'aide-soignante et le kiné, pas vous. Donc, et ça, j'y crois profondément. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en réalité, il y a une opportunité réelle pour redonner de la valeur, même de la valeur économique, à du travail de terrain, du travail de contact. Et donc, c'est plutôt les professions extrêmement intellectuelles, dont les data scientists, qui ont à avoir peur. Donc, certains ne le regrettent pas. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Et je vais revenir un deuxième point sur le social. La presse
politiquement correct, nous dit que, vous savez, c'est absolument dramatique parce que les GAFAM font travailler des armées de sous-prolétariat dans les pays du tiers-monde pour faire de la modération, et c'est épouvantable, c'est la face cachée de l'IA. Alors, dans l'association Espérance et Algorithme, qui réunit des entrepreneurs, nous avons quelqu'un qui a monté une entreprise à Madagascar pour, effectivement, en sous-traitance des GAFAM, organiser la modération de textes et d'images. Et il nous a dit qu'à Madagascar, il est accueilli comme le sauveur, parce que voilà quelqu'un qui apporte un travail, qui est payé correctement, qui forme des gens sur des ordinateurs, avec des horaires, avec des règles qui sont les règles du travail d'ici, qui sont une révolution à Madagascar. C'est la seule entreprise qui traite normalement ses salariés, et les gens, au bout de 3 ans, ils savent se servir d'un ordinateur, ils vont aller ailleurs. Donc c'est une bénédiction pour Madagascar, en fait. Alors évidemment, on a discuté avec Père-Éric, ça dépend quand même un petit peu du type de contenu qu'il modère. Alors s'il modère toute la journée des images extra-violentes, on peut penser quand même qu'il y a des conditions pas tout à fait dignes du travail. Néanmoins, il m'a dit que ce n'est pas le cas. Il m'a dit que l'essentiel de ce qui est modéré, ce n'est pas des contenus offensants. Donc voilà, je pense que sur ces sujets-là, là encore, il peut y avoir des opportunités. Voilà, comme je vois que le temps passe, donc peut-être on pourrait aborder une dernière question voilà, autour de l'énergie. Au fond, est-ce qu'on a assez d'énergie sur Terre pour une extension des IA génératives? Alors, donc il y a effectivement tout le problème du Green IT, de l'IT for Green. Donc effectivement, la quantité d'énergie nécessaire pour les ordinateurs, à la fois les CPU et les processeurs et effectivement les données. Mais il y a bien sûr aussi de l'autre côté, comment est-ce que l'informatique peut servir à conjurer les problèmes de transition énergétique. Bon, donc il y a les deux facettes. Moi, je vais prendre le point de vue de l'opportunité. Hein, c'est l'association Espérance et Algorithme. On est l'Espérance en premier. On a lancé, il y a 3 mois, il y a une société qui a été co-créée par un prix Nobel de physique qui s'appelle Alain Aspect, qui d'ailleurs enseigne pas loin d'ici, enfin enseignait pas loin d'ici, qui s'appelle Pascal, qui fait de l'informatique quantique. Et on a décidé de lancer, en fait, en regardant de près, beaucoup de gens pensent que l'avantage de l'ordinateur quantique n'est pas tout à fait certain sur l'efficacité du calcul. En revanche, il est possible, voire probable, que l'avantage énergétique émerge assez vite. C'est-à-dire que sur les mêmes tâches, vous consommiez 10, 100, 1000 fois moins d'énergie. Peut-être un calcul qui va être un peu plus lent. Et donc, voyant ça, on a décidé avec l'entreprise Pascal de dire on va aller jusqu'au bout. Et on a lancé un concours mondial qui est ouvert. Vous pouvez candidater. S'il y en a dans la salle qui sont étudiants dans un labo quantique, vous pouvez candidater. Il y a 50 000 € à gagner. On a 600 candidats dans le monde entier. En disant, le défi, c'est de montrer, en analyse de cycle de vie, qu'effectivement, vous pouvez objectivement contribuer à la durabilité avec un ordinateur quantique. Et pour ça, il faut montrer que votre application est au service de la durabilité. Donc, voyageurs du commerce, recycle, économie circulaire, etc. Et en même temps, vous devez montrer que effectivement, en analyse de cycle de vie, le calcul va consommer 10, 100, 1000 fois moins qu'un ordinateur classique. Et ce qui est quand même très intéressant depuis 3 mois qu'on a laissé le concours, c'est que d'abord, on a un succès absolument incroyable. Et en creusant les papiers, il y a vraiment des choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une inefficacité énergétique actuelle d'une bonne partie de l'informatique. Donc il y a des choses à faire. Et moi, je crois dans l'ingéniosité de la personne humaine créée à l'image de Dieu, co-créateur. Je pense que si on le veut, on a des réserves d'ingéniosité pour conjurer la consommation énergétique de certains ordinateurs et surtout mettre les ordinateurs au service de l'économie circulaire, les énergies renouvelables, etc. Mot conclusif avant de donner Voilà. la place aux questions. Oui. Alors, non, mais je peux que partager ce qui a été dit. Là, je pense que la bonne nouvelle pour nous tous et pour la planète, c'est que le coût énergétique de tous ces players de la technologie, pardon pour l'anglicisme, il commence à être révélé au grand public. Là, je crois que c'est la semaine dernière ou il y a 15 jours, il y a quelqu'un qui a fait une mise en équivalence de la dépense énergétique d'un des grands que je ne vais pas citer, et surtout de sa consommation d'eau qui se chiffre en millions de mètres cubes pour faire ce genre de choses.
je suis optimiste quant à ça, parce qu'en fait, la substitution, les solutions vont exister, et la substitution, elle est entre guillemets assez facile. Il faudra de l'argent, mais ça, ils en ont, ces grands players de la technologie, et c'est très concentré sur des data centers. En fait, c'est pas comme décarboner le transport. La substitution est beaucoup plus longue, beaucoup plus complexe. Là, les data centers, encore une fois, on s'adresse à des gens qui ne savent pas trop quoi faire de leur argent. En tout cas, ils en ont beaucoup, et l'innovation permettra de le faire. Et on a déjà d'ailleurs des data centers qui sont neutres en carbone. Donc, mais il n'en reste pas moins vrai, et on commence à voir sur les réseaux sociaux même des gens qui appellent au boycott de ces intelligences artificielles ou même de certaines solutions cloud au vu de leur consommation énergétique. On pourrait parler des crypto-monnaies, c'est à peu près pareil, hein. L'Islande est devenue surconsommateur d'électricité parce qu'ils minent beaucoup de bitcoin. Voilà, merci à vous deux donc, et pour cette introduction donc, au sujet. Et puis maintenant, on va prendre des questions de la salle et des questions, s'il y a aussi des questions à distance, qu'il y a encore beaucoup de dimensions du sujet qu'il faut éclairer. Jérôme qui vous passera le micro. Oui, je vous remercie beaucoup pour ces éclairages et en particulier, je voulais rebondir sur une des remarques d'Étienne concernant l'absence des sources dans ChatGPT comme étant vraiment un danger. Et donc un autre danger qui apparaît, enfin qui est beaucoup exposé aujourd'hui sur l'IA, c'est l'incitation à une forme de paresse sur le savoir, sur la connaissance, la compréhension du monde et donc la recherche du sens. Est-ce que vous pourriez un peu vous exprimer là-dessus? Peut-être on prend, oui, peut-être deux questions. Enfin bon, voilà, on va voir 2-3 questions. Merci beaucoup. Donc, je veux remercier les 3 intervenants en fait pour avoir partagé avec. Voilà, plus fort peut-être, je sais pas. Oui. Ah, pardon, je suis toujours comme ça, donc c'est compliqué. Je veux remercier en fait les 3 intervenants en fait pour avoir partagé avec nous en fait ces expertises, en fait, et les connaissances sur ce domaine-là. Et ma question pour Étienne, heureusement que vous avez trouvé en fait une aide-soignante qui s'occupe en fait de vous, etc. C'est très bien. Mais est-ce qu'on peut poser la question aussi, si un jour on ne trouve pas une aide-soignante, de développer des robots qui s'occupent de nous? Et je profite aussi de poser une deuxième question, l'impact de l'intelligence artificielle sur les data scientists, sur pas mal des ingénieurs, pas que sur en fait, les gens qui ne sont pas bien qualifiés. Et du coup, ma question est, comment vous voyez l'impact de l'intelligence artificielle sur l'enseignement? Pourquoi je continue à enseigner, par exemple, Python comme langage de programmation, alors que j'ai un logiciel pilote qui fait tout? Et donc, je ne pose pas la question sur, en fait, voilà, donc quelqu'un qui travaille à Carrefour sur voilà, mais plutôt sur un enseignant qui enseigne le Python, par exemple, ça fait 10 ans. Et ben, c'est quoi l'impact en fait de l'intelligence artificielle sur ce domaine-là? Merci beaucoup. Voilà, donc on va peut-être prendre ces 2 questions, donc avec une effectivement sur la question de l'effort, de la compréhension, de l'intelligence humaine, et puis avec la question, enfin je pense la deuxième partie de la question sur l'enseignement, l'éducation. Voilà. Peut-être sur ce point de l'éducation, je peux réagir. Ça fait quelques années que je travaille avec des étudiants, alors peu comme enseignant, mais un tout petit peu. Et puis je travaille avec des enseignants. D'abord, l'école, il y a un contrat où l'élève et le professeur ne poursuivent pas le même but. L'élève veut réussir un peu à tout prix. Le professeur veut que ce qu'il enseigne à l'élève rentre dans la tête de l'élève. Et donc, pour que l'élève réussisse, il faut qu'il réponde bien aux questions que l'enseignant lui pose. À partir du moment où une machine fournit les réponses, le but de l'enseignant est complètement squeezé. Déjà, il y a 10 ans,
alors qu'il n'était pas question d'intelligence artificielle, oui, mais de ChatGPT certainement pas. Mais il y avait déjà un truc qui s'appelait Wikipédia, il y avait déjà un truc qui s'appelait Internet, et on demandait à des élèves d'une prépa, une prof de maths demande est-ce que tu as cherché l'exercice? Réponse oui sur Internet. Et donc l'élève était capable de copier un truc qu'il n'avait pas compris et de rendre au professeur la réponse qu'il attendait, qu'il n'avait pas compris, mais le professeur avait ce qu'il voulait. Voilà. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qui est assez redoutable. Et derrière, ça me pose une question qui est celle, au fond, qui pilote l'ensemble. C'est-à-dire, tu disais, Étienne, à la fois, on a besoin d'ingénieurs, et puis en même temps, même le grand chirurgien ne sert plus à rien. Bon, du coup, j'ai envie de demander, pourquoi a-t-on encore besoin d'ingénieurs? Et est-ce que, quand tu dis, tu fais un appel à projet pour cette histoire d'ordinateur quantique, ça veut dire que manifestement, ce n'est pas des ordinateurs qui vont répondre à la question. Et donc, ça invite d'une part à se demander quel est l'apport encore, on peut encore poser la question comme ça, je ne sais pas si vous posez la question comme ça, mais quel est l'apport encore de l'intelligence humaine, et d'autre part, qui pilote cet ensemble? Et est-ce que, ultimement, c'est toujours l'humain qui pilote l'ensemble? Quant à la question des robots, puisque j'ai le micro, puis après je vous le passe, promis, est-ce qu'un robot pourrait soigner? Il y a déjà des machines qui aident les aides-soignants à lever les gens, et tant mieux, ça permet d'économiser les vertèbres des aides-soignants. Mais en termes de rapport, peut-être que c'est une machine qui fera le travail de l'aide-soignante un jour, ou de l'aide-soignant. Mais vous savez, dans les prisons, on avait remplacé un certain nombre de prisonniers. Dans un certain nombre de prisons, l'ambiance est nettement dégradée quand on a remplacé les porte-clés par des commandes électroniques centralisées. Parce que voir le type qui portait les clés, même si c'était le maton et qu'on n'aime pas le maton, au moins pour le prisonnier, ça faisait une personne dans la journée à laquelle il parlait. Bon, il y a beaucoup de questions. Alors, d'abord sur le sujet de la paresse et de la compréhension. Donc, effectivement, pour moi, c'est un sujet extrêmement important. D'ailleurs, je ne résiste pas à faire un peu de publicité pour un colloque que nous co-organisons au Collège des Bernardins. Peut-être d'ailleurs que le Centre Teilhard de Chardin y sera associé. Nous organisons un colloque le 2 décembre, précisément sur le sujet de l'intelligence artificielle parcimonieuse et sobre au service d'une anthropologie et d'une spiritualité exigeante. Et le sujet, c'est de dire comment peut-on trouver effectivement des ressorts de motivation pour travailler l'intelligibilité de l'intelligence artificielle et pour travailler ce sujet qui est très très important, hein, qui est un sujet au carrefour entre la technique, l'épistémologie, qu'est-ce que c'est que la connaissance, et puis quand même, à un moment donné, pour moi, il y a des ressorts spirituels, c'est-à-dire que est-ce que je me nourris dans une logique d'efficacité pure, ou est-ce que finalement j'ai cette soif de la quête de la vérité, en fait, même dans le travail scientifique. Donc voilà, donc ça, on va faire une journée complète là-dessus en allant chercher les spécialistes, parce que les sujets sont compliqués, hein. Les sujets de l'explicabilité de l'IA, il y a déjà eu des choses, mais avec les LLM qui sont des modèles monstrueux, c'est des sujets compliqués. Donc, et pour moi, c'est le sujet qu'on doit travailler. Et ensuite, en termes d'enseignement, alors j'ai été longtemps enseignant, je ne le suis plus actuellement, mais pour moi, il y a un sujet énorme à travailler maintenant, c'est apprendre aux personnes à devenir libres. Apprendre aux personnes à devenir libres, apprendre aux personnes à développer leur esprit critique. Pour moi, ça devient absolument salutaire à l'ère de l'intelligence artificielle. Ça devient salutaire. Donc, ça devrait, et moi, c'est ce que je cherche pour mes enfants, 10, 9 et 2, je cherche vraiment à les éduquer à développer leur libre arbitre, parce que ça me paraît vraiment absolument indispensable. Et d'ailleurs, on va lancer quelque chose aussi pour des dirigeants, parce que les dirigeants, c'est pareil, peuvent succomber au piège de l'efficacité pure et peuvent finalement, je voyais hier
quelqu'un qui proposait de faire une automatisation complète, et c'est faisable aujourd'hui, hein, avec ChatGPT 5 et 2 autres choses. Alors, tu as besoin de quelqu'un, tu fais rédiger la fiche de poste par ChatGPT, tu fais envoyer les mails, recevoir les candidatures, analyser les CV, te recommander, rédiger le contrat d'embauche, l'envoyer. Tout ça est automatisé. Donc, tu n'interviens plus sur le recrutement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un entrepreneur, je ne recrute plus. Je délègue quand même la liberté du recrutement, c'est une liberté fondamentale sur laquelle on devrait engager. Bon. Et donc ça, pour moi, ça c'est vraiment un combat essentiel, c'est arriver à continuer à avoir le goût de devenir, se muscler pour rester libre. Ça, c'est très important. Quant au sujet des aides-soignantes, alors, je parlais avant-hier avec quelqu'un dans l'association qui me disait « Ah, tu sais, on a une IA géniale parce que pour les problèmes de santé mentale, elle va détecter dans la voix si la personne est déprimée et en fonction de ça, elle lui donne du contenu pour pas se sentir seule. » Alors je lui dis « Écoute, pose ton truc là, tu respires un grand coup, tu te mets à 1 mètre, tu es en train de me dire que quelqu'un dépressif qui est seul va conjurer sa solitude avec un dialogue avec une IA. Est-ce que tu y crois vraiment à ce que tu dis là? Bon, donc oui, il y a un risque de perdre l'empathie dont moi j'ai eu cruellement besoin quand j'avais ma prothèse avec une aide-soignante et ensuite avec un kiné, dont a besoin le prisonnier avec le maton, dont a besoin un copain dépressif que vous êtes la seule personne à appeler pendant la semaine. Et donc, effectivement, il n'y a rien de plus terrible pour moi que d'imaginer que ce soit des robots conversationnels qui prennent en charge ça. Donc, néanmoins, là encore, je pense qu'on a la liberté de choisir. Et ce qu'on a discuté avec cet entrepreneur, c'est qu'en fait, là où il y a une utilisation qui est plus intéressante de l'IA, c'est que quand cette personne-là, alors ça pose des problèmes de consentement, etc., mais si cette personne-là appelle quelqu'un d'autre, ils ont une conversation humaine, et en plus, ils décidaient que peut-être, si on mettait une IA dedans, peut-être qu'on pourrait finalement faire ce que ferait une visite de médecin et détecter, par la voix ou éventuellement par autre chose, faire un diagnostic plus fréquent de l'état de la personne et lui recommander des choses. Donc on rentre dans une relation à 3 dans laquelle il y a toujours 2 personnes humaines, mais la relation de ces 2 personnes est augmentée par une IA. Alors ça, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on garde l'empathie et en même temps, les gens qui sont dépressifs, qui essaient de voir un psy et il faut qu'ils attendent 6 mois, c'est un problème. Donc c'est quand même intéressant qu'ils puissent avoir par une IA des retours de diagnostic médical, mais sans enlever l'empathie. Voilà, sur la question effectivement de ces nouvelles machines ou de ces robots, enfin, il y a cette dimension d'imitation, en tout cas, de donner le change, parce qu'il y a des gens qui travaillent en fait sur l'empathie artificielle, c'est-à-dire en fait comment un robot va détecter en fait nos émotions, va pouvoir peut-être simuler. En fait, souvent, si on a des têtes d'enfants, en fait, c'est parce que on est plus sensible. En fait, ça crée en fait une relation empathique et de fait. C'est vrai qu'il y a à réfléchir sur est-ce que justement on ne passe pas à côté de voilà entre l'imitation et la réalité de l'empathie, comme entre la réflexion et l'imitation de la réflexion. En fait, il y a vraiment un abîme entre les deux. Et vous citiez la question de la réflexion, de la paresse, enfin sur les sources. De fait, pour accéder à une forme de liberté, c'était la question enfin de Rancionias par rapport au risque technologique. En fait, c'est de se dire si en fait tout notre environnement est préorienté, prémâché, soit par des réseaux sociaux, soit par des IA qui vont nous proposer des contenus, mais en fait en prenant des décisions entre guillemets à notre place et nous donnant pas accès vraiment à la possibilité de se dire bah là c'est une source voilà, qui ne me semble pas très fiable et pour telle et telle raison, au contraire qui me semble plus fiable. Et donc ça fait partie effectivement, je trouve en fait des grands enjeux, enfin de cette question comment en fait cheminer vers la vérité ou en fait parce que le risque en fait c'est de se dire bah je suis dans un univers de représentation et finalement la question de la vérité est une question du passé et il faut l'abandonner. Et on le voit en fait dans certains régimes politiques en fait bah, une forme de conditionnement terrible où ça devient de plus en plus compliqué en fait
cheminer, d'accéder en fait, à la vérité, à la liberté. Donc, en tout cas, je pense que c'est un grand risque existentiel, en tout cas pour aujourd'hui. Juste une petite excursus philosophique qui me vient en tête. Ce bon Emmanuel Kant qui disait « Agis toujours de manière à considérer autrui, pas seulement comme un moyen, mais aussi également comme une fin en soi. » Alors ça veut dire quoi? Je vais chez le boulanger, j'achète du pain. Le boulanger est d'abord pour moi un moyen, celui d'avoir du pain. Pourtant, parce que c'est un être humain, je vais commencer par « Bonjour monsieur ». Et il est possible, ça arrive rarement, mais il est possible qu'à travers un échange où il est question d'une transaction de moyens, du pain contre de l'argent, ou une consultation médicale contre de l'argent, donc réparer ma mécanique interne contre de l'argent, qu'à travers ça s'ouvre quelque chose de la fin en soi, c'est-à-dire du mystère de la personne. Et l'intelligence artificielle, c'est de la mécanisation de processus répétables, donc ça peut traiter de manière extrêmement efficace des processus mécanisables, mais est-ce que ça peut un jour considérer autrui comme une fin en soi et avoir accès au mystère de la personne? Les chrétiens disent, dont je fais partie, que un des désirs fondamentaux de l'être humain est d'être aimé, et être aimé, ça veut dire être considéré pour ce que je suis dans le mystère intégral de ma personne. Est-ce qu'une machine peut un jour être capable de répondre à ce besoin fondamental et vital? J'aurais tendance à penser que non. On va reprendre maintenant quelques questions. Donc, si Jérôme peut refaire passer le micro. Yann, et puis là-bas. Bonsoir, merci beaucoup. J'ai une question au sujet de la cybersécurité. Quand on sait que maintenant, les hommes ne sont plus capables de battre des IA aux échecs, par exemple, et qu'on a des matchs IA contre IA, est-ce qu'on ne risque pas de voir un peu ça advenir dans la cybersécurité aussi, où des attaques informatiques menées par des IA ne puissent être répondues que par des IA, et donc on perd le contrôle en fait sur ça? Non, merci, c'est cadeau là votre question en fait. D'abord, dans l'histoire du crime organisé et des mafias, ils se sont toujours saisis plus rapidement de la technologie que les entreprises. Donc vous avez parfaitement raison, il y a déjà des groupes de cybercriminels qui utilisent déjà de l'intelligence artificielle. Mais en fait, ce qui fait le lit de ces cybercriminels, c'est l'absence finalement d'hygiène en matière de système d'information. Donc je prends toujours la même image, mais 99,9% des attaques existent parce que les systèmes ne sont pas à jour en fait. C'est-à-dire la porte elle est ouverte. Si vous, bon, ça veut dire qu'il y a quand même quelqu'un de malveillant qui rentre chez vous, mais enfin ne pas fermer sa porte, vous exposez quand même à un cambriolage. Donc on a, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est ce qu'on appelle de la dette technique. Et donc c'est parce que entreprise ou particulier, on n'a pas d'hygiène informatique, c'est-à-dire principalement la mise à jour des systèmes et compagnie. Puis si le code de votre, je ne vais pas faire le test avec Dominique, mais s'il ne l'a pas changé à l'initialisation de son portable, c'est toujours 4.0, je n'ai pas besoin d'être un hacker très intelligent pour rentrer dans son téléphone. Ça c'est pour te faire quelques surfroides. Mais bon, donc ensuite, là j'ai un peu caricaturé, mais évidemment il y a des attaques plus sophistiquées en fait. Et le grand sujet en cybersécurité, c'est d'être capable de les déceler, ces attaques, et déceler des attaques de cybersécurité, c'est rechercher des corrélations non linéaires dans des espaces quasi infinis de données en fait. Donc on a besoin de l'IA pour être capable de déceler des attaques quand elles sont sophistiquées. Et on a besoin de réagir très vite. Et réagir très vite, ça peut être de l'ordre parfois de la milliseconde. Donc l'humain ne sait pas le faire aujourd'hui en fait. Il y a déjà de l'IA dans ce qu'on appelle les Security Operations Center, un peu comme des tours de contrôle ou des salles de marché, il y a plein d'ordinateurs et puis des gens derrière qui essayent de voir s'il y a des attaques. Je caricature un peu. Donc là, pour le coup, je suis certain, et d'ailleurs tous les acteurs ont cette appétence à l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, c'est une sorte d'explosion combinatoire. De toute façon, l'humain tout seul, on ne saura jamais répondre à la force de frappe qu'ont ces cybercriminels. Et, on l'a dit, une entreprise se fait pirater, je vous ai donné les chiffres tout à l'heure, c'est grave, ça coûte beaucoup d'argent à l'économie mondiale, mais comme nos entreprises nos sociétés vont se digitaliser de plus en plus,
il y a des scénarios noirs, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais oui, on a un risque patent lié à la cybersécurité qui peut être relativement dramatique en fait. Et donc, avoir plus d'intelligence artificielle dans la cybersécurité, c'est aussi traiter la pénurie de talents, augmenter notre capacité à réagir. Et de toute façon, dans tout ce qui concerne la gestion des risques, il y a plein de startups qui font ça. Les corrélations sur les crises, en fait, quand on regarde a posteriori, on avait les moyens de les prédire, les crises, sauf qu'on n'avait pas l'intelligence ou la capacité d'analyse de toutes les sources qui auraient permis de les prévenir, en fait. Donc voilà, en matière de gestion des risques, je suis vraiment fondamentalement convaincu que ça ne peut qu'améliorer les choses, en fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, et puis peut-être Étienne ou si quelqu'un... Alors, je connais rien à la cybersécurité, donc je ne vais pas faire de commentaires techniques. Je vais faire plutôt une méditation spirituelle. Je ne résiste pas, je suis très pascalien, à parler de grandeur et de misère. Toutes ces technologies nous apportent le pire et le meilleur. L'homme est capable du pire et de le meilleur. Et moi, je vis un peu quand même cette période dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans le temps de l'Apocalypse. Chapitre 24, 25 de Saint Matthieu, c'est le temps de l'Apocalypse. Alors dans l'Apocalypse, il y a des faux messies, tout est mêlé, on ne sait plus, le bon grain, l'ivraie, tout est... On est dans le temps de la confusion. Et pourtant, dans ce même chapitre de Saint Matthieu, dans l'Apocalypse, il y a la parabole des talents, qui est dans le discours apocalyptique, on a la parabole des talents, et puis on a... les vierges, le banquet, etc. Donc, dans ce temps où tout est mêlé, et grandeur et misère, et il va y avoir des catastrophes, c'est certain. Il y en a toujours eu, et il y aura des catastrophes épouvantables. Néanmoins, il faut que nous soyons les bons serviteurs de la parabole des talents. Et ces technologies comme l'IA font partie des talents qui nous sont donnés, créés à l'image de Dieu. Allons-nous les enfouir sous terre en disant j'ai peur de l'IA, donc j'enfouis ce talent, je ne m'en sers pas. Voilà, ça c'est le mauvais serviteur. Donc malgré le temps de la confusion, il faut quand même qu'on essaye d'être des bons serviteurs, et donc d'essayer de se servir de ces technologies pour contribuer au bien commun, tout en sachant qu'il va y avoir des catastrophes. Voilà, on peut peut-être reprendre d'autres questions. Je crois qu'il y avait une main. Merci. Alors, je pense aussi que ça aurait été très intéressant que vous attaquiez un petit peu à l'IA et la vérité. Parce que on a beaucoup parlé de ChatGPT, mais il y a aussi beaucoup de deepfakes qui sont maintenant possibles et pour le commun des mortels, c'est vraiment un sujet qui a trait aussi à la qualité de vie au travail, par exemple. Comment les gens vont gérer le fait qu'ils sont complètement submergés de choses qui sont fausses. J'ai aussi un autre commentaire, c'est que vous êtes très optimiste quant à l'impact de l'IA, moi aussi, c'est vrai, mais il faut quand même se rappeler qu'elle est limitée par la qualité de la donnée qu'on lui donne pour l'entraînement. Et par exemple, pour ChatGPT, c'est un nombre de pétabytes qui sont très élevés. Et je ne pense pas que, en fait, on ait beaucoup de données qui sont encore utilisables. Donc, pour tout ce qui est la programmation, les large language machines, c'est fait maintenant. Pour aussi tout ce qui est les images, bon, ça a été plus ou moins fait par le passé. Mais par exemple, pour les recherches scientifiques, en fait, il y a très peu de données qui sont accessibles parce que ça a un coût, en fait, de créer la donnée et ensuite de la mettre dans un réseau de neurones. Donc, vous ne voyez pas une limitation à ce niveau-là? Oui. En tout cas, si, de fait, voilà, en fait, cette question des biais des données, c'est quelque chose d'assez étudié, parce que de fait, on le voit déjà en fait sur Internet, sur la présence sur Internet, il y a un biais quand même en faveur des positions entre guillemets anglo-saxonnes ou en anglais. Donc il y a beaucoup en fait, par exemple sur la philosophie. En fait, l'exposition, enfin, si on voulait prendre en compte beaucoup de travaux anciens qui ne sont pas numérisés, etc., enfin, ils sont pas du tout, en fait, ils servent pas du tout dans les bases d'entraînement. Donc, de fait, c'est voilà, c'est un risque non négligeable.
Bon, il y avait eu un livre en fait il y a quelques années sur justement ces algorithmes en fait qui allaient dire que qui poussaient en fait à renvoyer en fait des enseignants qui étaient vraiment excellents mais qui travaillaient avec des élèves en très grande difficulté et donc qui avaient suivant certains critères de moins bons résultats que d'autres qui étaient en fait dans des quartiers très favorisés. Donc il y a des manières effectivement en fait d'utiliser les données ou de ne pas percevoir suffisamment les limites qui sont vraiment effectivement qui peuvent être assez dramatiques. Et donc je pense qu'effectivement ça doit être vraiment un enjeu en fait de voir comment en fait élargir aussi d'un point de vue culturel. Ben, il y a quand même dans beaucoup de domaines, par exemple dans les neurosciences, il y a le biais de l'étudiant d'université américaine de premier cycle, parce que de fait c'est celui qui est accessible sous la main. Et donc en fait voilà, donc dans ce domaine aussi, c'est vrai que c'est vraiment un souci. Voilà. Je pensais aussi, dans un rapport à la Bible, un des textes fondamentaux de l'Ancien Testament, mais qui nous concerne toujours, ça s'appelle la loi, les commandements. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a un, c'est « tu ne mentiras point ». Et ça commence par « tu ne tueras point ». Et pourquoi est-ce qu'il a fallu écrire ces commandements ? Parce que tuer, voler ou mentir sont des façons rapides de régler des problèmes. La personne qui est en face de moi est sur mon chemin et m'embête, je lui passe une épée à travers le corps. J'ai vu la série Rome récemment, c'est quand même très impressionnant le nombre de fois où on voit un Romain qui tire une épée, qui transperce son voisin et qui continue son chemin. Donc tuer son voisin est un moyen utile, rapide, efficace de régler son problème. Lui voler son ordinateur ou son argent aussi et lui prendre sa femme tout autant. Sauf que, évidemment, les conséquences sont apocalyptiques parce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, qui se vengent, la violence augmente et le problème qu'on a cru résoudre rapidement, en fait, ne fait qu'augmenter. D'où la nécessité d'une loi, d'un commandement qui dit « tu feras pas ça ». Et pourquoi est-ce qu'il faut le dire ? Parce qu'on en a très envie. On a sous la main un outil qui permet de raconter ce qu'on a envie, ce vrai ou faux, à qui on veut et à des millions d'exemplaires. Pourquoi ne pas le faire puisque c'est possible, si en plus ça peut permettre par exemple de gagner une élection ? Et c'est là que je crois qu'il y a une véritable question politique qui est comment la loi, et en termes législatifs, judiciaires, pénals, peut-elle intervenir ? Je ne dis pas qu'il faut le faire trop vite, parce qu'avant de comprendre ce qu'on a en face de nous, il faudra du temps. Mais je crois qu'à un moment donné, il faudra une intervention pénale, parce que la machine, si on la met en prison, ça ne lui fera pas grand-chose. Mais le monsieur qui a mal utilisé la machine ou la madame, alors là, oui, on peut toujours la mettre en prison, vous voyez. Et donc, la loi le concerne ou la concerne, lui ou elle. Et je crois qu'il y a des questions aujourd'hui, d'ailleurs, qui se posent. Le groupe Intelligence Artificielle du Centre Teilhard de Chardin travaillait à évoquer ces questions une fois, je me souviens, sur des réglementations qui sont à l'étude. Je crois par exemple que l'Italie récemment a fait des choses par rapport à l'usage de ChatGPT dans l'enseignement, pour dire non, c'est interdit. Voilà. Alors je ne sais plus dans quelle mesure et avec quelles conséquences techniques, mais voilà, il y a parfois l'usage de la loi qui peut nous être d'une grande aide, et pour sortir de la confusion. Ce n'est pas parce que tout peut se faire que tout est bien. Non, mais moi, je vais pas. Vous avez déjà répondu. Oui, il y a des biais dans les données. Il y en a d'ailleurs dans la santé. Il y en a un qui est célèbre. Aux États-Unis, avant l'Obamacare, l'État fédéral a voulu savoir quel était l'état de santé de la population américaine. Donc pour ça, ils ont acheté les fichiers des mutuelles. Et ils ont trouvé qu'en fait, la population américaine était en bonne santé. Alors pourquoi ? Parce que les gens qui ont des mutuelles, c'est des gens plutôt aisés et donc qui se soignent bien en fait. Et donc ceux qui n'en ont pas, c'est plutôt ceux qui sont en situation médicale. Voilà, c'est plus pour l'anecdote. Alors, on n'a pas répondu à la question de tout à l'heure de monsieur sur finalement les enseignants vont-ils disparaître ? En fait, je reviens à votre question parce que celle-là, je l'aime bien. Moi, j'en suis absolument pas convaincu en fait, parce que finalement, à la fin des années 90, Dominique l'a rappelé, l'avènement de l'Internet, on expliquait que maintenant toute la connaissance du monde était en ligne et qu'il n'y aurait plus besoin d'enseignement ni même d'apprendre. Bon, vraisemblablement, c'était une prophétie qui ne s'est pas vérifiée.
Moi, je pense que historiquement, il y a toujours un avantage à mieux partager la connaissance, en fait. Hein. Donc, dans mes modestes métiers, je vois qu'il y a des gens. J'étais très frappé de voir que les 2 derniers gourous qu'on a recrutés en sécurité, il y avait un jeune béninois qui, bah voilà, grâce à un simple smartphone, avait accédé à tous les cours des universités américaines, s'était auto-formé à la cybersécurité. Et il y en a un autre qui venait de Zanzibar et c'est exactement la même cheminement. Donc je ne suis pas en train de faire de l'angélisme, Béa, par rapport à votre question, mais je pense qu'on y a déjà répondu. Les gens, même dans une entreprise, vous leur faites faire ce qu'on appelle, et désolé pour de l'anglicisme, des e-learning, ça les barbe monumentalement en fait. Voilà, je vois des gens qui essaient 2 heures sur votre ordinateur, avoir des vidéos, des slides défilés pour répondre à des questions, ça intéresse personne. Donc je ne suis pas du tout spécialiste de l'enseignement, mais j'ai l'impression, quand je observe aussi mes enfants, que quand même quand ils étaient quand même très contents de pouvoir revenir à l'école parce qu'ils ont quand même un rapport avec leurs enseignants, leur père dans l'école. Bon, c'est un profane des métiers de l'enseignement, mais on disait la même chose au milieu des années 2000. Maintenant, il y a plein de MOOC en ligne, il n'y aura plus besoin d'école et compagnie. Bon, ces prophéties se révèlent toujours inexactes en fait. Chacun, ok, très bien. Bon, bon, merci pour la parole. Alors, j'avais un certain nombre d'interrogations, mais je vais en rester sur une et on va revenir un peu sur le thème informatique parce que je suis développeur informatique de métier. Et donc, pour moi, vous avez dit que il y aurait plus besoin de gens, enfin, à haute connaissance que on repart sur quelque chose où on a une relation avec une relation humaine. Donc, vous avez pris l'exemple de l'aide-soignante. Vous avez aussi parlé que il y aura plus de data scientist. Alors, est-ce que ce serait une grosse perte? Non, je rigole. Moi, ce que je voulais dire à ceci, c'est que pour moi, le métier de développement informatique, ça se définit par une certaine créativité dans la résolution de problèmes et que c'est pas quelque chose qu'on peut forcément répliquer. Et de tout instant, on aura toujours la relation avec le client et on va devoir traduire les demandes du client en quelque chose qui peut se faire par la logique froide de l'ordinateur. Donc, pour moi, les métiers où un haut niveau de connaissance est nécessaire ne vont pas disparaître, ils vont juste évoluer avec les outils. Et donc, je ne suis pas très d'accord avec cette position. J'ai aussi un autre exemple, il est un peu récent. C'est celui d'un professionnel du droit, un avocat qui a utilisé ChatGPT pour répondre à un dossier légal, enfin à une plainte en justice donc, aux États-Unis. Et donc, qui ne savait pas que ChatGPT n'était pas juste un outil de recherche, mais qui lui a sorti des fausses décisions de justice auxquelles il a fait référence. Donc pour moi, il y aura toujours besoin du professionnel derrière, mais si ce n'est pour faire le travail ménial, mais pour le vérifier, pour pouvoir avoir la relation avec le client, etc. Voilà. C'était tout. Alors, moi, je vois une question. Je vais revenir par rapport à ce qu'a dit l'avant-dernière personne avant moi, par rapport au fait que les IA, si elles n'ont pas les données nécessaires pour travailler, elles ne pourront pas être utiles. Moi, là, je fais un diplôme de BUT chimiste pour être après, d'ici 2 ans, technicien chimiste, probablement en synthèse ou bien en analyse. Et la question qui me fait assez peur, c'est que autant, par exemple, pour des métiers comme caissière, ce n'est pas perdu, on les transforme avec avec l'automatisation, comme avec les caisses automatiques. Et là où il y a des métiers qui nécessitent une plus grosse étude, une meilleure formation, et non pas au niveau par exemple, technicien et pas ingénieur. Et en fait, par exemple, dans une entreprise,
pourquoi est-ce que l'entreprise se dirait, tiens, je vais embaucher une personne pour faire des analyses ou pour synthétiser un produit, au risque qu'ils prennent plusieurs temps pour être formés, qu'ils fassent par la suite des erreurs et qu'ils doivent recommencer, alors que ce sont des manipulations régulières. Pourquoi pas à la place, autant juste acheter un robot qui va pouvoir faire parfaitement chaque mesure en prélevant le bon volume, en faisant la synthèse comme il faut dans des conditions expérimentales quasiment parfaites. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on irait encore payer un humain pour faire ces tâches-là? Et là, je parle seulement pour les tâches d'analyse récurrentes. Je ne parle pas évidemment des tâches de recherche où forcément on ne peut pas utiliser l'intelligence artificielle. Mais c'est par exemple pour analyser de l'eau, ben moi je vais le faire pendant 10 ans, je vais partir, le nouveau il va prendre ma place, il va faire les mêmes choses. Donc au final, ça fait que une entreprise qui va se payer de l'argent pour s'acheter une IA, dire bon voilà, j'ai payé, je sais pas, 10 000 euros aujourd'hui pour mon IA, mais elle va pouvoir tenir pendant au moins 20 ans en travaillant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en faisant aucune erreur. Et si jamais on change les données, on change par exemple la méthode d'analyse, on prend juste un technicien, il travaille pendant 3 mois, il obtient un protocole et hop, c'est bon, on remet de la machine. Et du coup, ma question c'est, est-ce que l'IA ne va pas plutôt chercher à détruire les métiers avec une formation spécialisée comme technicien, mais pas forcément ingénieur où on gère des équipes, et des métiers plutôt manuels où on peut, où l'automatisation sera plus chère que de payer des salariés. Voilà. Oui, non. Oui. Justement, Merci beaucoup. Deux choses simples. Est-ce que, d'après vous, avec l'IA, on va inéluctablement vers l'émergence d'une pensée mondiale uniformisée, notamment l'IA générative? Et l'autre question, c'est l'IA pour les métiers de la création artistique. Est-ce que c'est un booster ou au contraire, est-ce que c'est un gros inhibiteur? voilà. Et je crois qu'il y avait une dernière question. Voilà, qu'on va prendre. Donc, très rapidement, merci à vous. C'était très très intéressant. J'ai une question qui est aussi sur l'enseignement et qui rejoint un peu les deux premières. Mon expérience, c'est que si je prends l'exemple, un exemple que je connais bien de l'aide au diagnostic, finalement, l'impression que j'ai dans la santé, là en l'occurrence, c'est que finalement, on va avoir besoin des experts, mais à des niveaux plus élevés que ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui. C'est-à-dire que pour moi, il y a un enjeu dans l'enseignement qui est plutôt un enjeu vers le haut, très très haut. De fait, l'IA va être capable de régler des choses entre simples et complexes, mais le très complexe sera probablement à traiter par l'humain, parce qu'il restera des enjeux qui ne sont pas forcément simples à gérer dans le diagnostic. Voilà. Donc, je voulais avoir votre avis sur le sujet. Voilà. Peut-être sur cette dernière question sur le diagnostic. De fait, dans la formation médicale, ça va devenir un enjeu. Enfin, pour le médecin, enfin, quelle liberté il peut avoir par rapport à un résultat fourni par l'IA. Donc, de fait, on peut prendre une forme d'expertise, en fait, une aide, mais il me semble en fait qu'il y a quelque chose qui est très important en fait dans la relation médicale, justement, c'est de pouvoir aussi interroger le patient, parce que le patient, en fait, il va aider. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que certains médecins, ils se contentent du patient numérisé. Donc, en fait, ce qu'il dit, ils s'en fichent complètement. Ils savent par avance que ce que vous avez, alors que justement, le patient pourrait dire des choses importantes. Et en plus, on sait que pour la guérison, voilà, cette relation médicale est très, très importante. Donc, il me semble, en fait, c'est l'enjeu au niveau de l'éducation, ça va être, voilà, quelle liberté, parce que moi, je connais un certain nombre de médecins, enfin, qui disent parfois aussi, il peut y avoir une dimension d'intuition, ça peut être risqué, hein.
de pas suivre forcément voilà, la meilleure manière de faire qu'on voit dans la littérature, parce que en fait, c'est un cas très particulier. Voilà. Et donc, en fait, il y a quand même l'expérience en fait médicale, voilà, du médecin, voilà, qui compte, et cette dimension relationnelle aussi très importante. Voilà. Bon, pour la première, Alors, je ne sais pas à quelle question je vais répondre, mais j'ai envie de réagir sur 2 points. Je vais à nouveau parler de la Bible et de Pascal. Alors, d'abord, il y a quand même par rapport à la pensée unique mondiale, il y a un mythe fantastique pour l'intelligence artificielle, c'est la tour de Babel. Alors, ils se réunissèrent et ils commencèrent à chauffer des briques, et on construit la tour et on fait monter la tour, et à chaque étage de tour, on met du bitume, qui est d'ailleurs un hydrocarbure non renouvelable, et on fait monter la tour, et en montant cette tour, on va constituer une communauté, et on parlera tous la même langue, et on va aller haut, et on ne sait pas où elle va, cette tour. Et en fait, c'est une construction totalement insensée, et je bénis l'Éternel qui détruit cette tour s'écroule, et l'humanité n'a plus une seule langue, elle est dans la diversité. Donc moi, j'ose croire que l'histoire de la tour de Babel va nous prémunir d'une pensée mondiale totalitaire qui va s'imposer par l'IA. Je n'en suis pas sûr, mais j'ose croire que le récit de la tour de Babel va nous aider. Je ne sais pas. Je ferai un deuxième commentaire sur quand même un peu un fantasme de l'IA qui est une espèce de tentation que la rationalité mathématique occuperait la totalité du réel. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une rationalité mathématique. Alors, probabiliste ou pas probabiliste, mais enfin, c'est une rationalité mathématique. On met le monde dans des nombres, on fait des calculs avec tout un outillage mathématique. Donc, on prétend embrasser l'intégralité du réel et remplacer la personne humaine et piloter le monde par la rationalité mathématique. Bon. Est-ce que la rationalité mathématique épuise la totalité du réel? Alors, si je lis Pascal, il va nous dire « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Alors, ça ne veut pas dire que c'est le cœur, l'affectif, qui, sur un coup de cœur, va décider tout d'un coup en disant « tais-toi ». Non, ça veut dire chez Pascal qu'il y a une dimension de l'accès à la conviction intime, d'accès à la vérité qui ne passe pas par la rationalité discursive. Et il va dire à Descartes « tais-toi ». Inutile, incertain. Descartes, tu imagines que tu vas mettre le monde entier en équation, tais-toi, inutile, incertain. Donc Pascal va dire non, il y a la raison scientifique et puis il y a autre chose. Alors j'ose, parce que je ne suis pas théologien et je ne suis pas non plus professeur en épistémologie, mais j'ose le raccourci aussi avec la physique quantique. Ce qui est intéressant dans la physique quantique, c'est qu'il y a quand même, avec le principe d'incertitude d'Heisenberg, vous avez beau avoir une énergie infinie, jamais vous n'arriverez à savoir en même temps où est l'électron et à quelle vitesse il va. Donc c'est comme s'il y avait une dimension fondamentale de la réalité qui nous échappe, même si on avait une énergie infinie, même si on avait un CPU infini. Donc pour moi, je crois, puis alors après, on peut aller chercher aussi Gödel, qui va nous dire que voilà, il y a quelque chose dans la logique qui ne peut pas être intégral et totalement cohérent. Donc voilà, on a aussi des arguments pour penser qu'il y a des limites à la rationalité et donc, d'une certaine manière, que l'intelligence artificielle ne va pas tout dominer, expliquer, etc. Enfin, sauf si les humains sont trop paresseux pour déléguer à des machines idiotes. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de raison fondamentale pour moi à ce qu'il y ait une extension infinie qui embrasse tout. En sachant qu'il est 20h29, hein, c'était toi qui... je te le sais. Moi, je ne vous ai surtout pas dit que les métiers de développement allaient disparaître. Je pense qu'ils vont plutôt se bonifier et qu'ils échapperont à toutes les tâches qui font fuir les ingénieurs, documenter un code source. Et vous l'avez très bien dit au travers de votre question, ces métiers-là, en fait,
c'est surtout des métiers de connexion finalement avec celui qui prescrit. Alors, je dis ça parce on était sur le thème de la santé. Et les erreurs de développement, elles viennent d'abord finalement sur des erreurs de compréhension humaine et de qualité d'interaction et de biais cognitifs. Donc voilà, et avoir des logiciels de meilleure qualité parce qu'une intelligence artificielle permet de les vérifier, permet de les documenter. Encore une fois, quand on voit ce que coûte là aussi, je vais m'arrêter là parce que j'imagine que je vais te laisser conclure, Dominique. Voilà, donc ces métiers, non, ne vont pas disparaître. Et au contraire, je pense que ça va permettre, compte tenu de la rareté de ce genre de compétences, de les concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée et beaucoup plus dans l'interaction humaine. Voilà, grand merci. Alors nous arrivons au terme de notre conférence, de notre heure et demie. On va essayer d'être fidèle à l'horaire qu'on s'est donné. Je voulais d'abord remercier beaucoup Eric, Étienne et Philippe de leur participation. Peut-être, je vous en prie. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à retenir. J'ai du mal à faire une synthèse maintenant. Je crois que je ne vais pas y arriver. Simplement pour dire que je crois que ça a ouvert notre réflexion. En tout cas, ça a ouvert la mienne à pas mal de sujets. Je suis assez heureux qu'on ait pu toucher à la fois les enjeux économiques, les enjeux sociaux, les enjeux spirituels, les enjeux philosophiques. Et on voit bien comment toutes ces questions se interagissent les unes avec les autres. Et je dirais que c'était un peu le coup d'essai du Centre Teilhard de Chardin, cette conférence. Et je crois on voit bien comment les choses interagissent. Je crois qu'il y aurait des choses à approfondir. Alors, il y a un groupe au Centre Teilhard de Chardin sur les questions d'intelligence artificielle qui est piloté par, il se trouve qu'il est dans la salle, par Bertrand Thirion. Est-ce que tu peux lever la main? Voilà. Donc, si vous voulez poursuivre la réflexion sur ce sujet, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe. Voilà. Et puis, je crois que si vous avez des idées d'échange, de manière de poursuivre l'échange, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Un petit message final avant de couper le micro et de couper la retransmission pour dire que le Centre Teilhard de Chardin ne vit que de dons et que donc cette conférence est gratuite, mais elle a évidemment, l'organisation de tout ça coûte un peu d'argent. Donc si vous avez un moyen de contribuer, vous êtes évidemment bienvenus. Il y a sur notre site, il y a une manière il doit y avoir un petit bouton en haut du site qui dit je donne un coup de main. Eh bien, n'hésitez pas. Voilà. Prochaine conférence le 5 octobre alors ça sera un tout autre style, une forme de méditation sur la lumière, croisant le regard d'un physicien, d'une artiste et d'un théologien. Voilà, je salue les gens qui sont de l'autre côté de l'écran. Nous allons maintenant couper la retransmission. Au revoir à tous.